La nature a toujours été ma vie depuis enfant. Je ne me sens bien que lorsque je suis dans la nature. Et en particulier dans la forêt, parce que c'est peut-être là où l'on est le plus au calme et peut-être là où on a l'impression que l'homme, à la fin du compte, fait peu de choses quand on voit tout ce qui l'entoure et l'importance de ce qui l'entoure. Le monde végétal, c'est un monde vivant. C'est un monde vivant et c'est justement ce que peut-être le commun des mortels ne voit pas. Quand on traverse la forêt landaise, on me dit, bon, c'est monotone, de Bordeaux à Bayonne, on voit toujours la même chose. Et puis je suis désolé, on ne voit jamais la même chose. Tous les kilomètres, tous les 100 mètres, tous les 500 mètres, cela change. Celui qui traverse les Landes ne voit pas, c'est que cette forêt est découpée par une quantité très importante de ruisseaux et de ruisselets. Et tous ces ruisseaux et ruisselets sont accompagnés de forêts-galeries qui, elles, alors, ne sont pas des forêts résineuses, qui sont des forêts de feuillus et surtout à base de chênes et de chênes pédonculés. Ici, nous sommes à la Nasse, et c'est l'entrée du courant du Ché, du célèbre courant du Ché. C'est l'exutoire du lac à la mer. Il vide le trop-plein, le lac étant par lui-même la cuvette qui reçoit toute l'eau de la lande, toute l'eau des sources et des pluies, et le courant, lui, vide ce trop-plein à la mer. Donc les Landes, c'est pas simplement des pins et du sable? Ah non, à l'origine, les Landes étaient un immense marécage. Bon, ces marécages ont été gagnés par la dune dans les parties méridionales. Ces dunes, ces avancées de dunes qui ont donné les formations actuelles que nous avons, qui a formé les lacs, si l'on veut. Mais il reste encore des marais, des points d'eau un peu partout, bien que, malheureusement, on en ait détruit beaucoup. Les Landais, si vous voyez le nez vers le bas, regardant la pointe de ses pieds, c'est un chercheur de champignons. En revanche, quand vous les voyez à l'automne, le nez en l'air, guettant toujours vers le haut, toujours la tête vers haut, c'est un chasseur. Il guette le passage des palombes ou des alouettes. Ça, c'est les Landes. Cette forêt vivante est peuplée de vie aussi. Elle est peuplée de vie, oui, elle est peuplée d'une vie animale qui se développe à côté, évidemment, de cette vie, de cette intense vie végétale. Et pour nous chasseurs, évidemment, il y a toutes les espèces qui nous intéressent au premier chef. Mais ce que je voudrais quand même dire, c'est que nous nous intéressons aux espèces chassables, c'est sûr, mais que nous nous intéressons à toutes les autres espèces, parce qu'on ne peut pas envisager de travailler sur une espèce si on ne travaille pas dans la biocénose, c'est-à-dire dans l'espace dans lequel elle vit avec toutes les autres espèces, tous ces commensaux ou toutes ces commensales, je n'en sais rien, les plantes d'un côté, les animaux de l'autre. Et il est bien certain qu'on ne peut pas extraire un individu de son milieu, ça n'existe pas. Donc nous devons nous intéresser obligatoirement aux espèces animales, à l'ensemble des espèces animales, mais également à l'ensemble aussi des espèces végétales, étant donné que les unes nourrissent les autres, ne serait-ce que ça. Nous allons faire ce soir le comptage des cervidés sur le territoire de l'association communale de chasse agréée d'Arx, et nous allons le faire comme nous l'avons fait les 3 années précédentes, en utilisant bien entendu les mêmes itinéraires. Vous noterez également les autres animaux que vous rencontrerez, soit les renards ou les lièvres. Oh, s'il y en a, on vous avertit, hein. Malheureusement, on n'est pas gâtés. Ouf. Il y en a à gauche ici. Oh, il y en a un en plein travers à gauche, là. 2. Là. Je vois plus. Si, derrière, faut avancer.
avancer d'un mètre. Avance un peu. Dans un département où la forêt est une forêt de type industriel, Il faut prélever un minimum à cause des problèmes forestiers. alors nous souhaitons avoir un maximum d'animaux, mais qu'il faut que ce maximum soit compatible avec une gestion forestière également efficace et productive et rentable. Pas mal, un brocard. Ah, ils ont filé. Là, bon, c'est bon. Une jeune femelle, je pense. Ouais. Elle fait la sieste. Alors à la ligne après. Je l'ai vu là, hein. Avance doucement. On va le revoir, parce que si c'est enfui, il faut avancer, continuer. Et là, parce que quand ils ont fixé la lumière une fois, généralement, oui, ça enfuit, oui. Il va briller là. Ils refixent. Quand on les a dans le faisceau lumineux, les animaux en général s'arrêtent et on peut plus facilement estimer si c'est un jeune, si c'est un adulte, si c'est un mâle, une femelle. Par rapport aux comptages qui sont faits les années précédentes, nous pouvons connaître au moins l'évolution de la population, voir si elle diminue, voir si elle augmente. Et ensuite, lorsque nous connaissons cette population, c'est fixé d'une façon beaucoup plus rationnelle que par le passé l'importance du plan de chasse. Et les chasseurs sont très attachés à la chasse. Le Landais a toujours été passionné de chasse. Nous sommes un département où il y a entre 35 et 36 000 chasseurs. Par rapport à la population, le ratio a été calculé, c'est le plus élevé de France. Je crois qu'il y a une raison historique extrêmement profonde. Nous avons été dans ces pays sous occupation anglaise pendant fort longtemps, puisque la reine d'Angleterre était Aliénor d'Aquitaine, et Aliénor a apporté évidemment tous ses biens à son mari, le roi d'Angleterre. Et pour conserver au royaume d'Angleterre ces régions, on a donné aux habitants des droits, des possibilités de caractère, je n'irai pas jusqu'à dire exorbitant, mais enfin ça y ressemble assez. Est-ce que c'est pour ça que le Landais s'intéresse essentiellement à des chasses qu'on pourrait appeler des chasses traditionnelles aujourd'hui? C'est probablement l'une des raisons, parce qu'à cette époque-là, on ne chassait pas avec les moyens actuels. Le fusil n'existait pas, il n'y avait pas tout ça. Donc on chassait avec d'autres moyens, avec ces fameux engins. Il fallait capturer les oiseaux autrement, on les capturait donc avec des engins, et en particulier la matole qui est le piège trappe. Et ce sont des chasses évidemment qui ont des origines extrêmement lointaines et auxquelles les populations locales sont très attachées. Traditionnellement, dans cette région-ci du sud-ouest, on chassait l'alouette à la matone. Comment ça marche alors ces pièges? Je mets du grain et quand les alouettes sont posées, elles cherchent bien sûr à manger, elles voient l'orge blanc, elles arrivent, elles accrochent le trébuchet et voilà. Et l'engin s'appelle une matole. L'engin s'appelle une matone. Celles-là, elles ont pratiquement 100 ans, puisque la personne qui me les a données, c'était dans les années 50, j'avais 17 ou 18 ans. Et elle venait de sa famille, alors c'est sûr qu'elles sont très vieilles. Maintenant, bon, les jeunes se désintéressent un peu de ces chasses traditionnelles. Pourquoi? Nous avons beaucoup moins de passages. La monoculture du maïs a changé les cultures traditionnelles, où nous faisions du millet, les alouettes étaient friandes de millet. Vous avez quel type d'exploitation? Oh, ici, c'est un type d'exploitation familiale. Vous voyez, j'exploite 15 hectares de polyculture.
avec un peu de lait, un peu d'asperges, un peu de maïs, quelques céréales et un peu d'élevage de volaille. Des canards pour le foie? Des canards, bien sûr, pour le foie, pour la consommation familiale et pour les amis. Qui est-ce qui s'en occupe des canards? Bah, c'est la basse-cour, c'est le travail de ma femme et de ma mère. Vous les nourrissez combien de fois par jour? Matin et soir. Matin et soir. Ils peuvent pas se nourrir tout seuls? Oh, ils se nourrissent tout seuls avant de les gaver, mais pour les engraisser, il faut les gaver, autrement ils engraissent pas si. Et il n'y a pas des machines pour ça? Si, il y a la gaveuse électrique. Ouais, mais ça marche pas aussi bien? Oh, pour le canard, moi je fais avec ça. Et il y a des précautions spéciales à prendre pour... Je mets un peu de matière grasse, un peu de graisse pour que ça coule facilement, c'est tout. Un peu de sel quelquefois aussi, pour les faire boire, mais ils boivent assez maintenant, il fait chaud encore. Et il faut les engraisser pendant combien de temps? 15 à 20 jours. Les petites exploitations traditionnelles, au moins dans cette région, sont un peu l'exception. On trouvera plus facilement des exploitations de 50 ou 100 hectares de monoculture de maïs que des exploitations de 15 hectares de polyculture. Nous sommes, si vous voulez, les traditionalistes de l'agriculture. Si on pouvait s'équiper en apport, ça serait une bonne chose. Eh bien, il peut y en a 3 ou 4. J'espère que d'ici ce soir, quand même, nous en aurons une douzaine. Voilà. Vous les prenez vivantes dedans? Ah oui, je les prends vivantes, oui. Bon, on va les mettre dans la cage des appelants. Les appelants, ce sont les premières alouettes que je prends et que je pose en les sifflant. Ensuite, je me garde 5 ou 6 appelants dans des cages pour les renouveler si éventuellement un épervier ou un chat me les mange. Tu n'en trouves pas, toi, là-bas, dans le coin? Non. Regarde-moi encore. Oh, les chevreuils, dis donc. Ils me l'ont encore écrasé en y passant dessus. C'est quelque chose, ça, hein. C'est toutes les nuits 4 ou 5 matoles qui m'écrasent pour venir manger le grain dessous. Ah, dis donc, le chevreuil, c'est pas l'ami de la chasse à la matole, hein. Je vais effacer les traces parce que ça fait des trous. Il ne reste plus qu'à retendre. Maintenant, c'est les chevreuils qui remplacent les alouettes. Ah, on pourrait presque dire qu'il serait plus facile d'attraper plus de chevreuils que d'alouettes. Mais enfin, on va les siffler parce qu'elles commencent à arriver maintenant. On va se ranger là. Il faut savoir s'adapter aux plaisirs qui peuvent découler de la vie dans la nature et dans la campagne. Si je veux aller au cinéma, je dois aller à Mont-de-Marsan, faire 50 km aller et retour. Si je veux voir un match de rugby intéressant, je dois aussi aller à Mont-de-Marsan ou à Marmande. Alors le dimanche, eh bien, que voulez-vous, je suis content, je siffle mes alouettes ou je prends mon fusil pour chasser le faisan, le lièvre ou la palombe. C'est une autre forme de loisir. Mais on le trouve sur place. Est-ce que vous ne pensez pas que la chasse traditionnelle n'est pas un jeu un peu cruel? Oh, je n'en suis pas du tout persuadé. On nous a dit, on les a définis sous avec tout un tas de termes, ces chasses traditionnelles. Alors moi, je veux bien qu'on ne les appelle pas chasse, à une seule condition. Moi, je parle surtout de la chasse à la palombe, c'est qu'on nous dise que c'est un art. Alors, si on me dit que c'est un art, d'accord. Il y en a une qui plonge à mort sur la peau. Doucement, elle plonge à mort sur la peau. On va tirer. Monsieur Guillaume, où sommes-nous ici? Nous sommes dans la forêt domaniale Biscarros, entre le lac et l'océan, sur un couloir de palombes, où les palombes passent là, surtout par beau temps. Il n'y a pas que les palombes, là. Il y a des avions aussi. Il y a des avions aussi, oui. Il y a quelques avions qui nous embêtent pour chasser la palombe, mais enfin, c'est bien obligé de les supporter.
pied. Ouais. Ça vient. Ça vient, oui. Ah, ça s'est retourné. Et ça, derrière lui, là, elle est très loin. Le principe de la chasse, c'est d'abord de voir arriver un vol de palombe, et puis après de lancer un à un des pigeons, qu'on appelle des volants. Les palombes sont attirées par ces volants qui tournent autour du pylône. Et quand les palombes viennent, on a des appâts fixes qui, eux, servent à fixer le vol de palombes sur la chasse. Oui, elles repartent, elles repartent. Et là, quand les palombes sont bien fixées, puis qu'elles nous arrivent au-dessus du pylône, on tire au fusil, avec une discipline d'enfer, où il faut respecter l'ordre du chef, et on tire tous à la fois, en même temps. Là. Ces pigeons que vous envoyez, vous arrivez à les récupérer? Pratiquement tous, oui. Comment faites-vous? En les appelant, puis leur donnant à manger tous les jours. Je vais rentrer quelques-uns, là, On les habitue, et pour eux, le pylône, c'est leur pigeonnier. Puis ils reviennent pour manger. Les arbres à l'envers, c'est magnifique. Quand on voit les oiseaux qui circulent dans tous les sens, c'est magnifique, on se régale. Les palombes que vous tirez, vous allez les chercher? Bien sûr, on les ramasse. On va les ramasser, soit avec un chien, soit comme ça. Il faut monter, descendre. Parce qu'on évite toujours un chasseur pour ramasser, et puis au bout de 10 minutes, il monte avec nous. Il n'est pas bien en bas. Qu'est-ce que vous allez faire là? Je descends dans la mécanique, on ne va pas me poser dessus. Et là, c'est celle qui est sur les balanciers. Oui, toutes nos palombes sont posées sur des papillons comme celui-ci. On appelle ça des papillons. Façon de renverser la palombe. Voilà. Nous tirons sur des ficelles, c'est un système mécanique où un appôt est posé sur une palette qui est renversée. Et étant donné que la palette se renverse, ça déséquilibre un petit peu la palombe et pour pas qu'elle tombe, elle bat de l'aile. Et le fait qu'elles battent de l'aile, ça attire les autres? Ça leur donne l'impression que c'est déjà une palombe qui se pose. Il faut les nourrir tous les jours? Au bout, arrête. Ceux qui sont casqués, si c'est des pigeons, on les décasque.